Yeah, to present. Let me speak in French. Good morning, everyone. Just a few things before starting the presentation. The first is that at 11 a.m. there will be another group photo, so you have to go outside. The second is about your departure, so you have to inform the desk about your departure as soon as possible. And the third thing is that data analytics 2 will be in the second room, in Platinum 2 after the break. So this morning we have only 2 presenters that will talk about data analytics and international fisheries. Presentation will be in French, so if you can use your handphone. And so, Bassem, you can start. Thank you. Mesdames, Messieurs, bonjour. Avant de commencer, je voudrais remercier l'Organisation mondiale des douanes. Je remercie également la douane du Corée et je remercie les collègues macédoniens pour leur accueil et de tous les efforts qu'ils ont déployés pour faire réussir cette conférence. Bon, notre présentation est intitulée « Établissement des profils de risque et ciblage par la méthode du data mining, utilisation des arbres de décision, les données d'une administration douanière partenaire. Ces données sont reçues dans le cadre d'un colloque organisé par l'unité de recherche de l'Organisation mondiale des douanes afin de promouvoir l'utilisation des techniques d'analyse de données dans le contexte douanier. Notre présentation est divisée en 2 parties. Dans la première partie, on va parler de l'importance du data mining dans le processus de prise de décision, de l'apprentissage automatique et des arbres de décision, et en particulier la méthode ou l'algorithme SHADE. Dans la deuxième partie, on va appliquer l'algorithme d'arbre de décision sur les données douanières reçues. On va expliquer la méthodologie de recherche et l'interprétation des résultats. Comme vous savez, les administrations douanières disposent d'un volume important de données, mais la majorité des administrations douanières n'exploitent pas bien ces données. Donc le data mining constitue une solution pour chercher les données précieuses et cachées dans les entrepôts des données et par conséquent sert comme un outil d'aide à la décision. Plusieurs applications du data mining dans plusieurs domaines tels que les finances, la médecine, la prédiction de faillite, la détection de fraude et bien évidemment les douanes. Le data mining peut être défini comme une combinaison de techniques informatiques et statistiques pour effectuer une analyse exploratoire des données, permettant l'extraction d'informations prédictives cachées à partir des bases de données volumineuses, pour aider les décideurs à se concentrer sur les informations les plus importantes dans leur entrepôt de données. Bon, d'un flux de données brutes à une prise de décision, le data mining constitue un élément essentiel à travers les différents acteurs. Les administrateurs de bases de données sont chargés de gérer les bases de données et les entrepôts des données, alors que les analystes, ils exécutent des requêtes et ils réalisent des statistiques et utilisent les différentes techniques de data mining afin de donner un sens pour les données et pour les informations. Les utilisateurs interceptent les données pour les transmettre aux décideurs pour une prise de décision optimale. Bon, ce processus d'extraction de données à partir de données commence essentiellement par la sélection des données. Il s'agit de déterminer les données cibles,
puis on fait le traitement ou le pré-traitement des données, il s'agit de nettoyer les données, puis on passe à des données transformées, puis le data mining en utilisant les différents algorithmes et les différentes méthodes d'analyse pour ces méthodes donnent des résultats qui sont les connaissances. Bon, le data mining diffère des techniques statistiques conventionnelles par sa capacité en intelligence artificielle en utilisant plusieurs techniques telles que les technologies de base de données, tout ce qui est SQL, etc., les visualisations, la théorie de l'information, les statistiques et l'apprentissage. Bon, on a vu hier la définition d'apprentissage avec les collègues. Bon, il existe réellement deux types d'apprentissage automatique, le supervisé et le non supervisé. Dans notre étude, on va se concentrer sur l'apprentissage automatique supervisé. Il s'agit qui implique la création d'un modèle pour prédire ou estimer un résultat en fonction d'un ou de plusieurs intrants. Bon, plusieurs techniques peuvent être appliquées en apprentissage, telles que les réseaux de neurones, les algorithmes génétiques, la méthode de plus proche voisin, les arbres de décision. On va se concentrer sur les arbres de décision dans notre étude. Bon, les arbres de décision, c'est une méthode d'apprentissage supervisée, non paramétrique, utilisée pour la classification et pour développer des algorithmes de prédiction. Bon, plusieurs algorithmes d'arbres de décision, tels que Chase, les arbres de régression, méthode Quest, mais nous allons se concentrer sur la méthode Shade dans notre étude pour des raisons essentielles. Elle utilise une formulation bien connue en statistique, on parle du test de Key-2, et sa capacité de traiter un volume important de données avec un temps de calcul fiable. Bon, l'acronyme Shade signifie Key Squared Automatic Interaction Detector. La méthode Shade s'appuie sur le test de Key-2, comme on a dit, comme écart à l'indépendance, pour choisir le meilleur attribut de segmentation et pour fusionner les catégories, afin de construire des arbres de décision. Il s'agit de trouver un groupe d'individus les plus homogènes possible de point de vue variable à prédire ou variable cible. Bon, l'algorithme Shade se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est la sélection des variables indépendantes à inclure dans le modèle. Deuxièmement, la fusion des catégories de chaque variable indépendante. Et enfin, l'arrêt. Bon, l'arbre de décision se compose d'une racine, là où se trouve la variable à expliquer, par exemple fraude ou non fraude, puis qui se divise en nœuds parents en fonction de la variable qui explique mieux la fraude, puis en nœuds enfants, puis en nœuds terminal qui peuvent être traduits en règles à introduire dans nos systèmes. On explique ça avec l'application de la méthode sur les données douanières. Bon, les avantages des arbres de décision présentent plusieurs avantages, tels que elle permet de traiter un grand nombre de variables, permet de traiter d'importants volumes de données hétérogènes, le temps de calcul est faible, elle nécessite peu d'hypothèses sur les données, robuste face aux données aberrantes et elle constitue une solution pour les données manquantes, elle permet la sélection automatique des variables pertinentes, les résultats sont compréhensibles et facilement interprétables, les chemins résumant des décisions transcrites sous forme de règles simples, si condition 1, alors l'action, la facilité de traduction des modèles décisionnels en SQL et donc à intégrer dans le système informatique sous forme des instructions SQL. Bon, passons à la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on va appliquer la méthode des arbres de décision sur des données douanières qu'on a reçues. Bon, notre recherche consiste à appliquer l'algorithme Shade afin de déterminer un modèle prédictif permettant de prévoir le risque recette lié à une opération d'importation et de détecter les facteurs de risque et d'élaborer des profils de risque. Bon, on a reçu 4 tables de la douane partenaire, une table intitulée SAD Gen,
une table intitulée SAD item. SADgen constitue l'entête de la déclaration. SAD item sont les lignes de déclaration. Circuits, ce sont les circuits ou la gestion des risques, puis les droits compromis ou bien les redressements supplémentaires effectués par l'administration douanière. Bon, réellement, on a reçu tous les données de Assikuda. Bon, les données d'importation et les données d'exportation. Comme nous allons s'intéresser uniquement au risque recette, donc on se concentre uniquement sur l'échantillon des déclarations d'import. À l'instar de beaucoup de pays, les déclarations d'import sont orientées vers l'un des circuits suivants, rouge, jaune et bleu. Donc l'échantillon d'étude va porter uniquement sur le couloir rouge, là où il y a un retour d'information, c'est-à-dire suite une inspection physique, on a un retour d'information si la déclaration a fait l'objet d'un redressement ou non. Bon, donc il s'agit d'expliquer la variable non-conformité de la déclaration. 0, c'est une variable binaire. 0 s'il s'agit d'une déclaration ou ligne de déclaration non conforme, et 1 s'il s'agit d'une déclaration conforme, et 1 s'il s'agit d'une déclaration non conforme. Bon, les variables explicatives ou, autrement dit, les facteurs de risque à inclure dans le modèle, on a inclus 32 variables telles que le code déclarant, le code de consignataire, type de procédure douanière, s'il s'agit d'un conteneur ou en vrac, procédure douanière étendue, la modalité de paiement, etc. et d'autres variables numériques comme totale valeur de la déclaration, totale taxe payée par déclaration, pression fiscale par exemple, la nomenclature NSH2, nomenclature système harmonisé 4, 6, 8 et ainsi de suite. Bon, vu la qualité des données reçues ou l'information ou le manque d'informations concernant la nature de l'infraction ou l'article qui a fait l'objet de redressement, nous avons fixé ces hypothèses pour l'étude. Toute déclaration ayant fait l'objet d'une liquidation supplémentaire est jugée non conforme. Si une ligne de la déclaration détectée non conforme, alors toutes les lignes de ladite déclaration sont non conformes. Et les montants supplémentaires associés à cette déclaration comptent autant de fois que les lignes de la déclaration. Bon, si une ligne de la déclaration est traitée comme une déclaration, l'étude, comme on a dit, va porter sur l'ensemble des déclarations du circuit rouge puisqu'on a un retour d'information. Bon, quelques spécifications liées au logiciel utilisé. Le nombre minimal d'observations d'une par an est fixé à 1000 observations, 9 enfants à 500. On a évalué le modèle par la méthode de validation croisée, puisque le modèle est un peu petit, le nombre d'observations est un peu petit. Sinon, on divise l'échantillon en deux, partie d'apprentissage et partie test. Le test de Q2 de Persson est choisi pour un niveau de signification commun alpha égale 0,05 pour la division des nœuds et la fusion des catégories des variables indépendantes. Bon, voici le nœud racine ou le nœud initial. Bon, l'échantillon compte 131 244 lignes de déclaration, dont 123 321 conformes, 94% de total échantillon. Par contre, 7 923 lignes détectées non conformes, représentant 6%. Bon, en exécutant l'algorithme par le logiciel, on obtient cet arbre de décision ou bien une partie de l'arbre de décision, le nœud racine qui se divise en plusieurs nœuds et ainsi de suite jusqu'on obtient des nœuds finaux qui peuvent se traduire en règles, ces nœuds. Bon, les résultats obtenus. L'algorithme détecte 15 facteurs qui peuvent influencer ou qui peuvent expliquer la conformité et la non-conformité.
avec un nombre du nœud total 145, dont 99 des nœuds terminaux, avec une profondeur d'arbre de 5, c'est-à-dire le maximum, lorsqu'on écrit une règle, le maximum, on combine 5 de ces variables. La variable la plus discriminante ou qui explique mieux la non-conformité ou la variable cible, c'est le pays de dernier envoi, avec une valeur de Ki2, le plus important, 8945, avec 8 degrés de liberté, c'est-à-dire 8 nœuds par an sous le nœud racine. La deuxième variable, c'est le code déclarant, le code consignataire, et ainsi de suite jusqu'à la pression fiscale des déclarations. Bon, comment lire une règle? C'est facile et c'est simple. Donc, on commence par le nœud racine, là où il y a les 6% des déclarations non conformes. Puis, si le pays de dernier envoi, codé SH, CN, BD, etc., ces codes-là, donc la probabilité ou la chance qu'elle est non conforme devient 16,3 en ajoutant le code déclarant 309 CF, 480 CF par exemple, etc. La chance devient 25,3%, mais si on ajoute le code consignataire comme une troisième variable, la chance devient 91,5%. On peut traduire ça en règle si condition 1 plus condition 2 plus condition 3, donc il y a une probabilité de 91,5% que la ligne de la dite déclaration appartient à une déclaration non conforme. Bon, ce tableau affiche les valeurs du gain qui fournissent les informations sur les variables cibles, c'est-à-dire généralement ce tableau présente les nœuds terminaux. Par exemple, le nœud 96 compte 615 lignes de déclaration, dont 563 lignes sont non conformes, avec un taux de 91,50%, c'est celle-là. Deuxième ligne 62 compte 534 lignes plutôt, dont 406 sont non conformes, représentant 96%. Donc, comment lire ce tableau? On peut traduire ce tableau en règle si une déclaration ayant les mêmes, ou une ligne de déclaration ayant les mêmes caractéristiques que celle du nœud 76, alors il y a une probabilité qu'elle appartienne à une déclaration non conforme de 91,50%, et ainsi de suite. Par contre, le nœud 18 compte 18 766 lignes de déclaration, représentant 14,30% des lignes de déclaration du circuit rouge, mais sans réponse. D'où la question qui se pose sur l'utilité de contrôler ces déclarations. Donc, on n'a pas besoin de les contrôler. Bon, ce tableau présente l'évaluation du modèle. On a fixé un taux de réponse supérieur ou égal à 10%, c'est-à-dire une probabilité de non-conformité supérieure ou égale à 10%. Le modèle classe correctement 87,50% des lignes de déclaration, dont 89,80% des lignes de déclaration sont classées correctement et 87,40% des lignes de déclaration conformes. Donc 812 seulement lignes de déclaration qui échappent du modèle si on fixe un taux de 10%. Bon, en regroupant les lignes de déclaration en déclaration, on peut contrôler seulement 16,70% des déclarations orientées vers le circuit rouge pour détecter 80,35% des déclarations non conformes. Bon, le logiciel utilisé permet de traduire les règles ou de générer les règles en SQL automatiquement. Vous voyez, select from table where les conditions, pays de dernier envoi avec le code consignataire et le code déclarant, etc. Bon, on peut également établir des profils de risque en fonction de la nature de fraude si on a les informations essentielles. Par exemple, on peut
Par exemple, faire des profils de risque en fonction du valeur, s'il s'agit de la probabilité qu'il y a une infraction liée à la valeur en douane, ou bien à l'espèce, ou bien à l'origine. Tout dépend des informations disponibles dans nos systèmes d'information. Pour conclure, l'arbre de décision est un outil statistique puissant pour la manipulation des données. La méthode Shade présente des avantages pour ses caractéristiques intéressantes dans le traitement d'un volume important de données, le big data, face à un nombre, et elle présente quelques limites, face à un nombre trop important de classes, les arbres de décision ont tendance à devenir complexes et illisibles, et la recherche d'un arbre de décision optimal est un problème difficile. Et merci pour votre attention. Merci Bassem pour cette présentation donc, qui portait sur l'analyse des données. Juste un point de contexte, donc, comme l'a mentionné Bassem, cela fait suite à des réunions, des échanges dans le cadre de l'unité de recherche de l'enracinement des douanes. Et cela, donc Bassem travaille pour les douanes tunisiennes, il a obtenu des données d'autres douanes. Donc cela montre deux choses qui me semblent très intéressantes. La première est qu'il y a de la recherche qui se fait au sein des administrations douanières, comme le démontrent ces travaux. Et la seconde est qu'il est possible et qu'il y a aussi des collaborations entre administrations douanières, partenaires, sur des sujets aussi importants que la gestion du risque en douane. L'objectif donc, de la méthode présentée par Bassem, comme cela est indiqué sur les derniers slides, c'est en fait de pouvoir contrôler moins tout en ayant à minima les mêmes résultats en termes de redressement. Donc c'est une optique majoritairement facilitation du commerce qui a des avantages et aussi des inconvénients. Donc un des gros avantages, c'est le fait de pouvoir se focaliser seulement sur les déclarations les plus à risque, d'où un taux de contrôle réduit, qui permet donc une efficacité des contrôles plus importante, puisque les inspecteurs peuvent passer plus de temps sur ces déclarations qui sont les plus à risque et laisser les autres pour le contrôle a posteriori si nécessaire. J'avais quelques questions donc, sur le modèle, et notamment en premier lieu peut-être sur la sélection des variables. Il me semble donc, oui, au début, donc l'idée c'est que tu as mis toutes les variables dans le modèle, et notamment il y a certaines variables par exemple qui sont redondantes, comme le poids brut et le poids net. Je voulais donc savoir si, voilà, qu'est-ce que cela impliquait, et pourquoi ne pas faire une présélection au début pour éviter ces variables qui sont redondantes, fortement corrélées. Bon. Bon, le modèle n'a pas pris en considération. Il a pris en considération le poids net en 2, 3, 4, 5, 6, comme sixième variable qui a le pouvoir discriminant dans le modèle. Donc, il fait des tests de Ki2. Donc, selon la variable qui a le Ki2 le plus élevé sera la première variable de discrimination, puis la deuxième et ainsi de suite. Mais en fait, là, ma question, on va passer sur la valeur, puisque la valeur est deux fois mentionnée. Il y a par exemple la variable valeur totale, oui, probablement au niveau de la déclaration, et la valeur article au niveau de l'item. Quelle est la valeur ajoutée d'avoir ces deux variables dissociées? Pourquoi ne pas en avoir seulement une qui probablement expliquerait davantage la fraude? Puisque la logique de l'étude, c'est d'avoir des lignes de déclaration. Les lignes de déclaration comprennent le produit, la valeur de l'article et puis la valeur totale de la déclaration dont il appartient à l'article. J'ai fait mon étude ligne par ligne, puisque je n'ai pas l'information que le redressement porte sur quel article. Elle porte sur tous les articles de la déclaration. C'est pour ça que j'ai fait ce choix. L'étude, c'est au niveau donc déclaration item. Oui, c'est voilà, oui. C'est ça.
Mais la contrainte, c'est que les informations sur le redressement, sur le contentieux, sont uniquement disponibles au niveau de la déclaration. Oui. D'accord, ok. Seconde petite question, c'était sur donc la sélectivité. En ce qui concerne le circuit rouge, c'est le circuit rouge initialement suggéré par le système ou c'est le circuit rouge final, après liquidation? Parce que comme il peut y avoir des changements, des reroutages au fil du processus de dédouanement, vous voulez avoir plus d'informations là-dessus? Bon, si on applique le modèle sur la totalité de déclaration, juste, je reviens pour l'article pour te donner une réponse. Donc, en totalité, le modèle sélectionne le nombre juste. Sinon, on peut en discuter en bilatéral plus tard. Bon, le taux de contrôle physique passe de 21% à 13% si on applique le modèle sur la totalité des déclarations. Ok, d'accord. Okay. Très bien, merci. Quelques questions plus d'ouverture. Donc c'est quand même un système là qui est relativement statique. Est-ce qu'il y a aussi des possibilités d'avoir un système plus dynamique, c'est-à-dire dans le sens où qui s'ajuste aux nouveaux courants de fraude, etc. Ou est-ce qu'il faut refaire la même étude à intervalles réguliers? Bon, bon, c'est pas statique puisqu'on peut régénérer des arbres de décision après chaque période. Et bien sûr, il faut y avoir une sélection aléatoire pour que le modèle fonctionne d'une manière dynamique. Et donc la seconde chose, c'est lié notamment, est-ce qu'il y a eu des comparaisons avec les autres modèles de data mining? Ou est-ce que c'est des pistes pour des travaux futurs? Je suis en cours de travail sur ça, de comparer cette méthode avec la régression logistique. Mais j'ai fait, bon, avec les mêmes variables, ils ont donné des résultats presque similaires. Il n'y a pas une grande différence avec la régression logistique. Mais j'ai étudié seulement 5 variables. Mais j'ai des idées, par contre, est-ce qu'on peut, par exemple, ce modèle, il détecte automatiquement les variables explicatives. Est-ce que je peux prendre les variables qui sont présentes dans les nœuds dont la réponse est importante et d'appliquer la régression logistique, c'est-à-dire à expliquer la fraude avec la régression logistique par ces variables. Je ne sais pas, est-ce que ça va donner de bons résultats ou non. Je suis en cours d'essayer ce type de travail. Ok, merci. On peut en discuter plus tard en bilatéral. Peut-être pour l'instant, si vous avez des questions sur la présentation de Bassem, on peut en prendre quelques-unes, puisqu'on a quelques minutes pour cela. Les questions peuvent être en français, anglais ou toute autre langue. Non, pas de questions. Bon. Merci Bassem pour la présentation. Merci. On va donc passer à la présentation suivante de Christopher, qui porte notamment sur la pêche dans les eaux internationales et la régulation afférente.
Bon, je vais commencer sans la présentation, le temps que la présentation arrive. Donc, je vous remercie de votre... Ah ben voilà, il suffisait de pas la demander pour l'avoir. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie de votre présence pour cette présentation. On a beaucoup parlé depuis hier du travail de la douane en matière de contrôle sur le volet recettes. Donc, c'est un objectif qui est très prégnant dans les objectifs, notamment des activités douanières dans les pays en développement. Je voudrais parler aussi aujourd'hui d'un autre objectif qui incombe aussi partiellement à la douane, qui a un lien notamment à la traçabilité. Donc la traçabilité, ça peut concerner un certain nombre de produits. On peut parler dans les missions de la douane d'activités de protection du consommateur sur des produits pharmaceutiques, sur des choses comme ça. Là, on va être sur des choses un peu liées notamment à l'environnement concernant la pêche et l'activité de pêche. Alors le titre qui veut rien dire, Statistical Inconvenience of Convenience, l'idée c'est que on va être sur quelque chose lié au suivi de la pêche, où il y a une réglementation, où il y a des quotas, d'où l'aspect statistical, et on va voir qu'on a un problème en matière de suivi, notamment lié à l'existence des drapeaux de complaisance, des pavillons de plaisance, de complaisance, qui font que, eh bien, on a ce flag of convenience qui vient nous poser un problème en matière de suivi pour identifier ce qui pourrait être du ressort du commerce illégal, hein, donc qui vient contrevenir à un certain nombre d'objectifs. Alors l'objectif en matière de pêche, disons, en matière de contraintes environnementales ici, il fait partie d'un corpus plus global par rapport aux objectifs du millénaire, initialement définis comme tels, et aujourd'hui les objectifs en matière de soutenabilité, les Sustainability Development Goals. Et donc l'un d'entre eux concerne effectivement la gestion du bien public en l'occurrence, hein, qui est la ressource halieutique, et donc qui va être matérialisée ici par le thon en l'occurrence, qui a un objectif spécifique tel que défini, et qui par ailleurs, dans le cadre des négociations de l'OMC, eh bien, vise à permettre de définir l'élaboration de quotas, et en particulier vise à supprimer les subventions distribuées par les différentes puissances publiques pour les pays qui eh bien, seraient à l'origine de commerce illicite en la matière. Donc évidemment, si la définition de ce commerce illicite impacte la définition des quotas et impacte potentiellement les politiques de subvention des pays concernés, eh bien, naturellement, encore faut-il être capable d'avoir une mesure de cet illicite, et mesure qui est très difficile à avoir aujourd'hui, avec une volatilité très très forte dans les estimations de l'illicite en la matière. On peut être sur du 1 à 2 ou sur du 1 à 3, hein, donc évidemment, c'est très difficile de se positionner clairement là-dessus. Hein, ce slide ici, simplement, pour représenter, je ne crois pas qu'il y a besoin de convaincre quiconque, hein, le besoin de se centrer sur cet objectif qui est que l'industrie de la pêche est en train, d'une certaine manière, de tuer son business, hein, en épuisant la ressource, hein, sans passer trop de temps sur ce schéma. La courbe, elle n'est pas monotone décroissante d'ailleurs, il y a ce point en 2013, mais cette courbe qui est décroissante, hein, c'est l'évolution eh bien, de ce qui reste, disons, en matière de poissons, du coup, de réserves
soutenables, donc qui se renouvellent. Et donc on voit qu'il y en a de moins en moins. Ça on a dit. Alors, en lien avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, notamment sur le titre du séminaire, sur le data analytics, donc comment est-ce qu'on va faire en matière de données si on voulait avoir une possibilité d'avoir une forme d'estimation de ces activités illégales en matière de pêche. Alors c'est un travail qui est tout à fait expérimental. Vos suggestions seront très très largement bienvenues. C'est plus une ouverture en matière de pistes ou d'axes de recherche ou comment est-ce qu'on pourrait avancer là-dedans qu'un travail qui serait fini et abouti. Alors, est-ce qu'on pourrait utiliser les analyses miroirs qui ont été, plusieurs présentations ont déjà eu lieu hier et il y en aura une autre cet après-midi. Est-ce qu'on pourrait utiliser les analyses miroirs ici pour avoir un suivi concernant ce commerce en matière de poissons, donc ce bien dont la ressource est en cours d'épuisement. Alors, comme vous le savez, les analyses miroirs ont été très largement utilisées, très souvent à des fins de ciblage d'évasion fiscale. Donc, que ce soit dans un sens ou dans un autre, si mon analyse miroir me dit que la valeur des imports, qu'elle soit unitaire ou autre, est déclarée par le pays partenaire est supérieure à la valeur des exports, donc là, on aurait une surestimation de la valeur importée. On est sur une problématique de type transfert où on va vouloir sortir du capital du pays. A l'inverse, si on a une sous-estimation de la valeur importée par rapport à ce qui est déclaré du côté des exportations par les pays partenaires, on est sur une fraude type où on va sous-déclarer la valeur, les taxes étant pour l'essentiel ad valorem pour payer moins de taxes. Donc c'est beaucoup dans ce cadre-là que les analyses miroirs ont été utilisées en matière de suivi de fraude potentielle ou de schéma de fraude potentielle sur du commerce transfrontalier. La question qui se pose ici, c'est est-ce qu'on pourrait utiliser ces analyses miroirs pour des objectifs pas ici ciblés sur le revenu et les recettes, mais sur une problématique de traçabilité. Et la difficulté en matière de traçabilité, c'est toujours de faire le lien entre le produit, une fois qu'il rentre dans le pays, une fois qu'il rentre dans le pays, on est sauvé, parce qu'on a cette déclaration d'importation, on a la déclaration en douane, à laquelle on a toutes les taxes qui sont associées, on a quelque chose qui est standard, on a le code SH, on a des importateurs qu'on a sous le nez, plus ou moins, donc on connaît, mais comment relier ça avec quelque chose de l'autre côté? Donc l'analyse miroir permet de relier ça avec les déclarations d'exportation, et là on va avoir un élément d'information supplémentaire, et cet élément d'information supplémentaire, c'est les prises qui sont reportées au pays d'origine en matière de pêche. Donc si on poursuit... Alors, si on avance un petit peu sur la partie analyse miroir. Donc, la partie analyse miroir, comme vous le savez, on va comparer le même flux du point de vue du pays importateur et du point de vue du pays exportateur. Donc, ce même flux de commerce, la Nord-Macédoine importe un produit en provenance de France. Cette valeur est déclarée sans l'importation. Comment est-ce qu'elle est déclarée à l'exportation? Donc, on parle bien du même flux, mais du côté de l'importateur et du côté de l'exportateur, on va comparer les deux. Alors, si on est en volume, si on est en poids, naturellement, on doit avoir la même chose. Il n'y a pas de raison que l'on n'ait pas la même chose si on parle précisément du même flux. Si on est en valeur, évidemment, les importations étant la plupart du temps rapportées CAF et les exportations FOB, on va s'attendre à avoir quelque chose autour de 1,06, mettons entre 1,05 et 1,10, si on estime les coûts assurance frais entre 5 et 10% de la valeur de la marchandise. Alors, on va avoir trois options. On a la première option où on a un match. C'est-à-dire ce qui est déclaré à l'importation par la Macédoine, Nord-Macédoine, est également déclaré à l'exportation par le pays partenaire. Donc là, ce flux est reporté par les deux côtés. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a exactement la même valeur, on peut avoir des valeurs incohérentes, mais au moins le flux est reporté des deux côtés. Puis on a deux autres cas de figure qui nous intéresseront par la suite lorsqu'on va se centrer sur l'activité de pêche. On a ce qu'on a défini comme les importations orphelines, c'est-à-dire une déclaration qui est reportée du côté de l'importateur, mais dont le pays exportateur, lui, n'a pas donné d'information. Donc on a perdu, disons, son origine, d'où l'idée d'importation orpheline. Et puis symétriquement, on a l'exportation perdue, qui, elle, a été déclarée à l'exportation par le pays exportateur, mais que l'on ne retrouve pas
du côté importateur. Alors, pour anticiper un petit peu sur la suite, c'est sur ce schéma-là que l'on va pouvoir avoir la tentative d'identifier les pays qui seraient justement sur ces flags of convenience, sur les pavillons de complaisance. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer sur un schéma de pavillon de complaisance? Je suis un entrepreneur français, mettons, avec une activité de pêche, et puis je vais acheter un quota de pêche, mettons par exemple, de l'État du Belize. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe à ce moment-là que je vais aller pêcher dans les eaux internationales qui concernent l'État du Belize, mais en battant pavillon de l'État du Belize. Ça, c'est ce qu'il va avoir sur mon bateau, même si je suis une entreprise domiciliée en France. Lorsque je vais ensuite livrer ma marchandise, peut-être que je vais aller livrer ma marchandise au Sénégal, où je vais aller, du coup, livrer ma marchandise, et à cette livraison de marchandise va correspondre une déclaration d'importation. Donc là, typiquement, dans le schéma que l'on vient de décrire, on a une déclaration d'importation du Sénégal en provenance du Belize. Du côté français, rien. Et du côté du Belize, il y a un suivi en matière nationale du quota qui a été alloué, qui a été vendu. Donc on va retrouver une information au niveau du catch, donc de la production nationale de poissons par le Belize, mais il n'y a pas de déclaration d'exportation du Belize vers la France, ni vers la France, ni vers le Sénégal, puisque la marchandise avait déjà été livrée sans passer physiquement par le Belize, si vous voulez. Donc dans une telle situation, on aura une importation du Sénégal en provenance du Belize, mais qui ne correspond pas à une déclaration du Belize vers le Sénégal. Donc typiquement ici, on aurait une situation où on a une importation en provenance du Belize, mais sans exportation correspondante. Et là, le problème, c'est qu'en l'absence de traçabilité ou d'échange d'informations entre la douane importatrice et de fait le pays exportateur, on n'est pas capable de différencier à ce stade si c'est de la fraude, avec je déclare une provenance fausse, ou si c'est quelque chose qui correspond à ce schéma que l'on vient de décrire, où on a une logique avec une légitimité dans cet acte de commerce. Alors est-ce que cette logique des analyses miroirs va pouvoir être appliquée ici? C'est ce que l'on va vous présenter avec une tentative d'association. Nous avons essayé ici de faire une typologie. On a les différentes situations par rapport au concept initial d'analyse miroir. On rapporte import-export d'un même flux. Et puis on va essayer de regarder les différentes situations en croisant ça avec une troisième source, disons, qui est donc les catchs, les prises qui ont été déclarées dans le pays d'origine. Alors si on fait une description globale de l'analyse miroir, qui est notre point de départ, notre benchmark initial, disons, avant de rajouter les données de catch. Alors ici, on est sur les données de commerce bilatéral du thon au niveau mondial sur l'année 2016. Donc ce sont des données qui sont issues de la base Comtrade qui, comme vous le savez, centralise et harmonise l'ensemble des données de commerce international pour les pays qui rapportent. Donc il faut encore que les pays rapportent leurs données. Si elles ne le font pas, évidemment, le travail ici au niveau global ne peut pas être fait. S'il n'y a pas les données, il n'y a pas d'analyse de données. Alors un premier élément ici, on a un premier élément ici, ce 1,05, c'est que globalement, au niveau mondial, je dirais, si on prend l'ensemble du commerce de thon pour l'ensemble des pays qui rapportent, eh bien la somme totale des importations sur la somme totale des exportations en poids, donc pour lequel on se serait attendu à avoir 100%, eh bien c'est 1,05. Donc on a 5% qui sont perdus. Donc ces 5% qui sont perdus, qui ne sont pas déclarés à l'export alors qu'elles sont déclarées à l'import, peut avoir différentes origines possibles, dont celle que l'on explicitait juste auparavant. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est sur quelque chose qui est très très agrégé. Donc évidemment, il peut y avoir des schémas de fraude où, selon un pays ou l'autre, on surestime, on sous-estime, et donc il peut y avoir des mécanismes comme ça qui se compensent. Ce graphique, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Alors ici, ce qui est intéressant, et c'est pour l'idée de commenter, on ne va pas commenter tous les chiffres du tableau, mais ce qui est intéressant, c'est ici de voir quelques schémas, quelques faits stylisés
Et on va regarder ensuite quelques cas plus particuliers sur certains pays qui ont été sortis de ce tableau. On a, disons, 4 catégories. On a les catégories de pays pour lesquels eh bien, les déclarations des exportations telles que rapportées par le pays eh bien, sont plus élevées que les déclarations d'importation des pays partenaires. Donc ici, on a essayé ensuite de faire une typologie où on va croiser cela avec les données de production, si on appelle les catchs la production. Et donc ici, on a une situation où on aurait une sous-estimation des valeurs importées, donc qui pourrait d'une certaine manière, peut-être c'est une suggestion, qui pourrait ici correspondre à une sous-déclaration de valeur d'importation, parce qu'il y a des droits et donc on veut payer moins de droits qui sont ad valorem, etc. On a une deuxième catégorie ici, qui est la catégorie symétrique, où on a eh bien, les volumes d'importation qui, eux, sont supérieurs eh bien, à ce qui est déclaré à l'exportation par le pays partenaire. Et je dirais qu'ici, dans ce contexte, c'est un peu ce qui nous intéresse, parce que les incitations à frauder en matière sur le commerce international d'un bien dont la production est limitée, c'est du tricher du côté des exports, mais en revanche, du côté des imports, pour rentrer dans le pays, là, on a un lieu de passage où on doit passer ce lieu de passage. Donc j'aurais tendance à dire que eh bien, les fraudes, disons, ou les schémas de fraude liés ici au commerce de cette marchandise réglementée qu'est le poisson, et en particulier le thon ici, seraient ici. Et puis deux sous-catégories, les lost et les orphans, tels que l'on les a définis juste auparavant, dans une situation où on a le flux de commerce qui est reporté par un partenaire, mais pas par l'autre. Alors on a 4 cas ici, la Thaïlande, la France, les États-Unis, donc 4 cas qui sont 3. Donc on a 3 cas ici, la Thaïlande, la France et les États-Unis, où on va essayer de discuter un petit peu pour voir est-ce qu'on peut creuser pour voir ce qu'il y a derrière, ce chiffre qui est très global. Alors si on prend ces 4 cas, ces 3 cas donc, il y en a un 4e qui a été ajouté, c'est Belize. Je vais vous dire pourquoi il a été ajouté là alors qu'il n'était pas sur le slide d'avant. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet un peu d'illustrer la palette des situations définies auparavant, où on va avoir le cas de la Thaïlande ici, où on a un écart important entre ce qui est déclaré à l'export, donc par la douane de Thaïlande, qui centralise les données de ces différents exportateurs, avec les importateurs des pays partenaires. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que c'est quelque chose qui est assez linéaire. C'est quelque chose qui est assez linéaire, autrement dit, cet écart se répartit entre différents pays. Ce n'est pas qu'on a une situation où on a des importations orphelines massives pour un pays donné, ou des exportations perdues massives à destination d'un autre pays, mais c'est simplement qu'on a un écart qui se split comme ça d'un pays à l'autre. Deuxième situation ici, on a la situation de la France. La situation de la France où les exportations reportées en provenance de France vont être supérieures aux importations déclarées par les pays partenaires. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on se rend compte qu'on a des exportations perdues, alors qu'ils sont ici en particulier à destination de Côte d'Ivoire, de Ghana. Donc l'idée ici, c'est quoi ? Ça va être de fournir ces informations aux cellules en charge du contrôle après dédouanement, pour dire voilà, on a ces tuyaux, on a ces informations, on a ces renseignements sur ce type de flux, sur ce type de partenaire, ça vaudrait le coup d'aller investiguer. On sait très bien que dans le cas des données miroirs, il peut y avoir des éléments de logistique qui font qu'il y a des raisons valables pour qu'on ait ces écarts, mais l'intérêt ici, c'est d'avoir des pistes. Et puis le cas du Belize. Alors le cas du Belize est tout à fait intéressant parce que si on regarde dans les données de commerce international, alors que Belize rapporte ces données à Comtrade, Belize déclare 0 exportation en matière de poissons. Or, on sait très bien qu'il y a une forte pêche liée sous pavillon de Belize, simplement c'est sous pavillon de complaisance. Donc c'est exactement dans la situation dans laquelle on était là, où on peut avoir des écarts importants. C'est le cas ici si on regarde sur les importations orphelines. Or, ces importations orphelines ici, donc des importations qui sont déclarées en provenance de Belize, mais Belize ne déclare pas d'exportation correspondante, est-ce que c'est de la fraude ? Potentiellement, une partie l'est. Mais une partie n'est pas de la fraude, mais c'est ces pavillons de complaisance. Donc il va être important de recenser pour pouvoir faire ce croisement, pour pouvoir isoler la partie restante qui, elle, est de la fraude, et qui est tout à fait importante de pouvoir appréhender correctement pour la définition des quotas et pour les négociations actuelles sur l'OMC en matière de ce type de commerce. Donc ici, on a essayé de recenser, de croiser les informations entre les différents cas possibles
import supérieur à export, import inférieur à export, à croiser avec les données de production. Alors on a différents cas possibles, dont, je passe rapidement, ici on a 3 situations par exemple, les 3 du bas, où les États concernés ne déclarent pas de production. Donc je déclare une importation de thon en provenance d'un pays qui, lui, ne déclare pas de production, ne déclare pas de pêche relativement à cette espèce. Quelque chose de bizarre qui mérite d'être investigué, etc. etc. Hein, donc l'idée ici, c'est toujours la même finalement que l'idée initiale du point de vue des miroirs, c'est de croiser différentes sources pour générer des irrégularités potentielles basées sur des inconsistances statistiques. L'idée étant après, naturellement, d'aller nourrir la cellule d'investigation, et cellule d'investigation qui, elle, va devoir aller creuser et s'assurer, est-ce que c'est effectivement quelque chose qui correspond à un schéma logistique ou autre, ou est-ce que c'est de la fraude? Hein, donc on a repris les différents cas ici. Alors il y a un cas qui est rigolo, qui s'est rajouté après, c'est le Guatemala. Le Guatemala, si on regarde mon tableau initial, le Guatemala, je terminerai par ça, le Guatemala, j'ai une situation ici où le volume des imports déclarés par les pays partenaires en provenance du Guatemala est très largement supérieur aux données déclarées par les exportations du point de vue du Guatemala. Donc, j'aurais tendance à penser qu'il y a quelque chose de bizarre. Est-ce qu'il y a des importations illicites, c'est-à-dire déclarées en provenance du Guatemala, mais sans contrepartie? Donc là, moi, en tant que douane, j'aurais tendance à aller voir mes importateurs et leur dire « Attends, tu m'as déclaré tel pourcentage, tel volume de déclaration d'importation en provenance du Guatemala, est-ce que tu peux me montrer les pièces? Ça ne correspond à rien. » Et en l'occurrence, si on revient à notre délimitation, où on va croiser les données miroirs avec les données de catch, le Guatemala est dans cette catégorie, c'est-à-dire dans la catégorie qui avait été précisée ici, où en l'occurrence pour le Guatemala, si on regarde les données de production, les données de production correspondent tout à fait aux données qui ont été déclarées à l'importation, mais qui pour autant n'ont pas de contrepartie du côté des exports. Donc on est dans une situation ici où typiquement c'est pavillon de complaisance, donc qui est tout à fait en l'occurrence légal, mais encore une fois, dont le manque peut-être de transparence ou de traçabilité peut amener à des erreurs en matière d'appréhension du commerce illégal sur ce type de produit. Donc ici on a un recensement. L'idée c'était de faire une tentative de catégorisation des pays par type de fraude potentielle. Le mot potentiel est fondamental dans cette phrase. Ici il est hors de question de dire que tel pays a fraudé, tel pays a fraudé, tel pays a fraudé. C'est essayer de contextualiser, c'est essayer d'identifier. L'objectif encore sur ces analyses miroirs, c'est d'avoir des potentiels en identifiant des schémas d'irrégularité qu'on retrouve, des récurrences, etc. Mais le destinataire, c'est pas le destinataire, c'est plus la cellule d'investigation que le contrôle en première ligne. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur ce travail qui vient d'être initié. Vos suggestions et commentaires seront tout à fait les bienvenus. Si je résume simplement les quelques points, c'est un travail préliminaire, vous l'avez vu, vous l'avez compris. L'idée, c'est de se sensibiliser à cette thématique. On n'est pas ici sur le travail de la douane du côté importateur pour générer des recettes, qui est très souvent ce dont on parle principalement dans ces réunions à l'OMD, et même en général si on regarde les prérogatives douanières. On est sur quelque chose qui est plus lié à des problématiques de Sustainable Development Goals, et du coup du côté exportateur. Mais en lien avec ce que disait finalement Cyril tout à l'heure sur les collaborations interdouanes, on est sur des choses où la donnée existe. L'information existe du côté de la douane importatrice, l'information pourrait exister du côté, en tout cas elle existe du côté du pays de la douane exportatrice. Il faut s'échanger l'information pour permettre d'avoir un suivi propre qui permette une traçabilité. Et j'élargirai simplement avec cette notion de traçabilité, où le poisson est ici presque un prétexte, dans la mesure où, on le sait très bien, il y a un besoin de traçabilité qui pourrait être généralisé à beaucoup d'autres types de biens, qu'ils génèrent des recettes ou non, mais parce qu'ils sont sur une problématique d'environnement, parce qu'ils sont une problématique de santé publique, ou ce type d'éléments. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Je vous remercie de votre attention.
Merci Christopher pour cette présentation. Donc, il se focalise notamment sur la régulation de la pêche dans les eaux internationales. J'aurais juste quelques petites précisions avant de passer la parole à la salle. Le premier, c'était de savoir peut-être pourquoi certains pêcheurs prennent des pavillons de complaisance, quel est l'avantage de cela derrière. Il y aura probablement des choses derrière en matière d'optimisation ou de facilité. Ensuite, c'était le slide 10 où il y a les différents cas. Est-ce que ce sont les gaps x-m, c'est en valeur ou c'est en masse? C'était juste une... Tout est en poids ici. D'accord, tout est en poids, donc oui, c'est normal, ça fait sens. Et donc l'idée, c'est aussi de... Tout est je répondrai après. Et le dernier point, c'était pour mieux identifier ce type de pêche et les problèmes liés, et notamment dans le cadre des négociations à l'OMC, etc., est-ce qu'il y aurait un événement ou quelque chose de spécifique qui permet de mieux mettre en lumière ce type de problème ou pas? Des fois, ça peut aider aussi à mieux identifier les problèmes soulevés. Voilà. Alors. Sur la question des pavillons de complaisance, il y a plusieurs raisons qui peuvent avoir un pavillon de complaisance. La question d'évasion fiscale ou de taxe, où je vais m'abriter sous un... C'est pas la question ici. Cette question-là, cette raison d'avoir un pavillon de complaisance, qui serait peut-être évoquée là sur une question d'évasion, elle est plus sur des armateurs, mais indépendamment de l'activité de pêche. Ici, l'activité de pêche qui génère des pavillons de complaisance, c'est lié au quota. C'est-à-dire, je suis dans un pays, ce pays a un quota de pêche de 100, et j'ai atteint mon quota, donc je vais acheter un quota supplémentaire. Ce quota supplémentaire, je vais l'acheter à un pays qui, lui, va vendre ses quotas parce qu'il ne les utilise pas tous. C'est le cas du Belize, par exemple. Donc moi, en tant que pêcheur, mettons français, puisque je suis français, je vais acheter un quota de pêche à Belize, qui lui le vend parce qu'il ne l'utilise pas. Et la contrepartie, c'est que je vais battre pavillon de Belize dans mon activité de pêche lorsque je serai en train d'utiliser le quota de Belize. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est tout en poids. C'est tout en poids parce qu'en fait, les données sur le catch, donc sur les prises, sont elles-mêmes en poids, ce qui est assez logique. Donc à ce stade, l'idée de comparer était en poids. Et par ailleurs, les quotas. Alors les quotas, c'est pareil. Les quotas, c'est quelque chose où normalement, on pourrait imaginer que les données sur les quotas sont publiques. Et même, je dirais que la donnée sur les quotas, c'est presque un bien public. En tant qu'individu, on devrait avoir accès à cette information, à savoir comment la gestion du bien public de la ressource halieutique est diffusée, gérée, monitorée, etc. Et en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais l'idée, ça serait d'intégrer également les quotas dans ce... Je ne parle pas du commerce du quota, mais en tout cas, les quotas tels qu'ils sont figés au niveau initial. Et puis, la troisième question sur un fait... J'ai pas très bien compris, en fait. Un fait stylisé qui mettrait l'accent sur une problématique plus... Sur un exemple saillant qui pourrait Oui, il y en a certainement. Il faut documenter le truc. C'est le work in progress. Si vous avez des questions. Si vous avez des suggestions, des commentaires, pas forcément des questions, mais vous l'avez compris, c'est un travail en work in progress. Donc n'importe quelle suggestion ou idée de croisement ou d'amélioration serait la bienvenue. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Merci Christopher. Avant de clore cette session, je voulais tout d'abord vous remercier donc, pour votre attention. Et il y a 3 points qu'on m'a demandé de soulever, donc je soulève à nouveau. La première est que juste à la fin de cette session, donc, il y a une autre photo de groupe qui est prévue au même emplacement qu'hier. Donc juste après, on ira ensemble. Ensuite, en ce qui concerne votre départ, pensez à bien le notifier au bureau, à l'entrée des salles.
Et enfin, la prochaine session sur le Data Analytics se situera juste à côté, dans la salle Platinum 2. Voilà, merci. Retrouvons-nous donc pour la photo.